Salut tout le monde, c'est Bello. Après avoir tant discuté de jeux vidéo sur cette chaîne avec un point de vue de joueur, le temps est maintenant venu pour moi de vous en parler en tant que développeur indépendant et amateur. Cela fait des années que je cultive le rêve de devenir développeur de jeux vidéo à plein temps, et je suis sûr que c'est aussi le cas de certains et certaines d'entre vous. Je vous invite donc à m'accompagner dans cette aventure sur Twitter, Instagram, TikTok et bien sûr YouTube, au travers de multiples devlogs consacrés au jeu sur lequel je travaille depuis quelques mois sur mon temps libre, appelé Demise Sanctuary. Il s'agit d'un twin stick shooter en arène façon roguelite, à mi-chemin entre Risk of Rain, Hyper Light Drifter et The Binding of Isaac, et pour l'instant, ça ressemble à ça. Pas mal, non? Bon, évidemment, c'est encore en chantier et il reste beaucoup de boulot. Mais avant de vous en dire plus sur le jeu, laissez-moi vous donner un peu de contexte sur mon profil de développeur amateur. C'est en 2013, durant mon doctorat en microélectronique, que j'ai essayé pour la première fois de bricoler un petit jeu. À l'époque, c'est la découverte de Game Maker 1.4 qui m'a donné envie de m'essayer. Et avec les années, j'ai commencé des projets dans tous les sens, allant du Rimworld-like au clone de Minimetro, en passant par du Simulate Tower Defense ou du jeu de stratégie spatiale. Bon, malheureusement, tous ces projets ont duré 2 ou 3 mois avant d'être avortés, principalement par perte de motivation, manque de compétences ou plus simplement manque de temps. Cela dit, chaque essai m'a permis d'en apprendre un peu plus sur le game design et la programmation de jeux vidéo, ainsi que de développer des compétences et des appétences spécifiques. Cependant, bien que Game Maker soit un moteur populaire et ayant permis la création de titres majeurs tels que Hyper Light Drifter, son côté usine à gaz et l'absence d'outils de création d'interface ont fini par me dégoûter et avoir raison de mon envie de développer des jeux. Jusqu'au jour où j'ai découvert Godot. Godot est un superbe moteur gratuit et open source ne pesant que 60 mégas et offrant un environnement de développement moderne particulièrement optimisé pour les jeux en 2D. Il dispose de nombreuses fonctionnalités et outils faisant gagner un temps fou, facilitant notamment la création d'interfaces, d'animations, de gestion d'input, etc. Le moteur est à la fois simple, puissant et fun, ce qui rend le prototypage ultra rapide et le développement un réel bonheur. Et laissez-moi vous dire que quand on est développeur amateur ne disposant que de peu de temps par semaine, la puissance et la convivialité des outils de développement est primordiale. De plus, la communauté autour de Godot est grandissante et très active, ce qui permet de trouver facilement sur internet les réponses à tous les petits problèmes qu'on pourrait avoir avec le moteur, ou de bénéficier de nouvelles fonctionnalités avec les Tool Jams par exemple. Il existe même des bibliothèques de shaders et d'assets pour donner un petit coup de pouce aux développeurs indés. Alors bien sûr, Godot n'est pas parfait sur tous les plans, il n'est par exemple pas possible d'exporter son jeu pour qu'il tourne directement sur console. La raison est simple, Godot est un projet open source, alors que les kits de développement des consoliers sont privés et confidentiels. Godot ne peut donc pas fournir le code et les outils pour porter directement sur console. Pour cela, il faut faire appel à une société tierce, comme c'est le cas de beaucoup de studios indés d'ailleurs, ce qui peut faire gonfler significativement le coût de développement. Bon, de toute façon, cela ne me concerne pas du tout pour l'instant, et une sortie éventuelle de mon jeu sur Steam, et donc Steam Deck, serait déjà un miracle en soi. Du coup, Godot est le moteur répondant parfaitement à mes besoins actuels pour le développement de mon jeu en 2D, et dans ce cadre, comme vous l'avez remarqué, j'ai opté pour du pixel art pour les graphismes, avec une fenêtre en 320 par 180. La première raison, c'est que j'aime particulièrement ce rendu en gros pixels, mais il faut pas se le cacher, il y a aussi une raison pratique derrière. Pour ma part, n'étant pas un dessinateur accompli ni un pixel artiste, la réalisation des graphismes a longtemps été un gros enjeu dans mes projets précédents. Cependant, le pixel art avec de petits canevas de 16 par 16 pixels maximum me permet de réaliser des sprites animés pas trop vilains assez rapidement, sur lesquels je peux itérer au fur et à mesure pour augmenter la qualité visuelle du titre. Alors par contre, contrairement à Game Maker, Godot ne dispose pas d'un éditeur de sprite intégré. J'ai donc opté pour le logiciel payant Asprite, qui est la référence pour tout ce qui concerne le pixel art. Et comme réaliser des animations à la main c'est hyper dur et chronophage, j'utilise Pixel FX Designer, un autre logiciel payant, pour générer des effets spéciaux en pixel art tels que des boules de feu, des impacts ou du feu simplement. J'ai mis dans la description de cette vidéo les liens vers les pages itch.io de ces outils géniaux si vous voulez en savoir plus. Bon maintenant, trêve de technique, place au game design.
Demise Sanctuary peut être décrit comme un jeu de combat en arène de type roguelite et qui se joue comme un twin stick shooter / brawler aussi bien à la souris ou à la manette. Le gameplay emprunte d'un côté à Risk of Rain pour l'aspect loot d'objets, combat en arène et absence de sauvegarde de la run en cours, et de l'autre côté à Hyper Light Drifter pour les mécaniques de déplacement et de combat combinant endurance, dash et attaque à courte et longue distance. À cela s'ajoute une compétence spéciale similaire au personnage Tracer dans Overwatch, permettant aux joueurs de remonter 3 secondes en arrière et donc potentiellement de récupérer de la vie et d'éviter des attaques. Enfin, au cœur de l'expérience se trouve une boucle de gameplay et des mécaniques centrées sur l'acquisition d'objets et le dilemme risque-récompense, comme on va le voir plus tard. Mais d'abord, sans entrer trop dans les détails, un petit mot sur le lore qui est encore largement en chantier. Le jeu se déroule dans un univers à mi-chemin entre science-fiction et fantastique, où le joueur incarne une sorte de guerrier mage doué de capacités psychiques et physiques extraordinaires. En vrai, l'histoire du jeu n'est qu'un prétexte à la baston, mais ça commence comme ceci. En retour de mission vers sa planète natale à bord de son vaisseau personnel, le joueur est capturé par l'un des personnages les plus puissants de cet univers, un richissime collectionneur obsédé par les créatures et les artefacts les plus exotiques de la galaxie. Avec cette capture, le collectionneur compte bien assouvir une de ses lubies cruelles et violentes, consistant à organiser des combats à mort entre un de ses prisonniers et les créatures les plus féroces de son extraordinaire collection. Pour pimenter ses sacrifices se déroulant dans ce que le collectionneur appelle le sanctuaire, le prisonnier a accès à la collection de puissants artefacts lui conférant des bonus de capacité et des nouvelles compétences. Vous l'aurez compris, l'objectif du joueur sera de venir à bout du collectionneur et de s'évader de ce sanctuaire de la mort, donnant donc son titre anglais au jeu, Demise Sanctuary. Voilà un peu pour le contexte, concentrons-nous maintenant sur le gameplay actuel du jeu. Le sanctuaire est constitué d'un hub central, là où on se trouve actuellement, et de 3 arènes de combat situées à gauche, en bas et à droite du hub. Les entrées de ces arènes sont indiquées par un petit panneau coloré donnant quelques infos sur le lore et les mécaniques du jeu, ainsi que par un joli petit effet de lumière émanant de la porte pour attirer l'œil du joueur. En haut du hub se trouve une porte verrouillée qui mène directement au collectionneur et donc vers le boss final et la fin de la partie. La porte ne peut être déverrouillée qu'en dépensant une certaine quantité d'une ressource appelée engramme qui fait office de monnaie dans le jeu. En effet, les engrammes servent aussi à acheter directement des artefacts dans le hub, comme ceux qu'on voit ici exposés au centre de la pièce, j'en dirai un peu plus tard, ou obtenir indirectement de puissants artefacts uniquement disponibles dans les arènes. Ainsi, la boucle de gameplay consiste à mener des combats dans les arènes pour obtenir des engrammes afin de monter en puissance via l'acquisition d'artefacts et in fine d'ouvrir la porte menant vers le boss de fin. Attardons-nous maintenant sur comment fonctionne la récolte des engrammes. Lorsqu'une créature est tuée en combat, une quantité d'engrammes est générée puis absorbée par la structure appelée obélisque, présente au centre de chaque arène. À l'intérieur de l'obélisque se trouve un puissant artefact que le joueur ne peut obtenir que si le nombre d'engrammes absorbés par l'obélisque dépasse un certain seuil. Ce processus s'appelle l'infusion. Le joueur peut à tout moment choisir d'activer l'obélisque, conduisant à l'un de ces deux résultats possibles. Soit le seuil d'infusion n'est pas atteint et le joueur ne récupère alors que 30% des engrammes absorbés, soit le seuil est atteint, voire dépassé, et un artefact jaillit de l'obélisque, ainsi qu'un extra en engrammes correspondant au nombre total d'engrammes absorbés, moins le coût d'infusion d'un objet. Activer l'obélisque a aussi pour conséquence de mettre fin au combat en tuant instantanément toutes les créatures restantes et en ouvrant de nouveau la porte de l'arène. Dans l'expérience que je cherche à créer, il sera normal en début de partie de devoir activer l'obélisque en dessous du seuil d'infusion pour sauver sa peau devant la horde de monstres. Cependant, au fur et à mesure des combats et des achats d'artefacts dans le hub, avec les engrammes durement acquises, le joueur de plus en plus puissant sera capable de combattre suffisamment longtemps pour dépasser le seuil d'infusion et obtenir un artefact de l'obélisque. Il existe différents types d'artefacts dans mon jeu Demise Sanctuary. Il y a ceux qu'on trouve dans le hub, qui peuvent être de rareté commune, rare ou épique, ce qui détermine la qualité du bonus ou de la capacité offerte aux joueurs. De plus, ces artefacts sont empilables, cela veut dire que le joueur peut détenir plusieurs exemplaires d'un même artefact pour en améliorer les bonus. Par exemple, prenons la dague vampire de rareté commune, cet artefact soigne de 5 points de vie le joueur à chaque fois qu'il fait un coup critique, et comme indiqué dans la description de l'objet, ce bonus de vie se voit augmenter de 2 à chaque exemplaire supplémentaire de l'artefact. Cette mécanique devrait offrir au joueur un éventail d'options pour créer un build spécifique, soit en combinant plusieurs artefacts différents aux effets complémentaires, soit à l'inverse, en misant sur une poignée d'artefacts en plusieurs exemplaires pour bénéficier d'un build de plus en plus spécialisé. Les artefacts obtenus via l'obélisque sont quant à eux de rareté unique. Cela signifie que le joueur ne peut en détenir qu'un seul exemplaire contrairement aux objets achetables dans le hub. En revanche, ces objets offrent des capacités suffisamment puissantes pour orienter radicalement un build selon l'un des 3 attributs suivants, la constitution, l'agilité et la volonté.
Ces attributs indiquent en fait quel pan des aptitudes du joueur va être amélioré. Les objets de constitution offrent des avantages liés à la vie et aux dégâts infligés par le joueur. Par exemple, l'objet dents de géant double les dégâts du joueur lorsque sa vie est en dessous de 20%. Les objets d'agilité, eux, améliorent les mécaniques de déplacement et d'attaque. Un objet majeur de cet attribut est la lame solaire qui débloque la capacité de frapper les projectiles ennemis pour les renvoyer dans la direction visée. Enfin, les objets liés à la volonté améliorent l'efficacité des capacités entre guillemets magiques du joueur. Par exemple, l'objet corne Galarium permet aux projectiles du joueur de transpercer les monstres et de leur infliger l'effet saignement. Ainsi, j'ai espoir qu'avec les objets uniques, les joueurs puissent personnaliser leur build en fonction de leurs préférences de gameplay, soit en combinant des objets uniques de différents attributs pour obtenir un gameplay hybride, soit en misant à fond sur un des 3 attributs pour un build plus radical. Pour finir sur les objets, notez bien qu'au lieu de trouver n'importe quel artefact unique dans n'importe quelle arène répartie aléatoirement, les artefacts d'un même attribut ne seront trouvables que dans les arènes associées à ce même attribut. Autrement dit, les artefacts de constitution ne se trouvent que dans l'arène de gauche, ceux de volonté dans l'arène du bas et ceux d'agilité dans l'arène de droite. Cette approche est similaire à la mécanique de loot ciblé dans les actions RPG, et cela donne au joueur du contrôle sur son loot et justifie le choix d'une arène pour le prochain combat. D'un point de vue purement technique, l'implémentation de ce système repose simplement sur le fait que chaque arène possède sa propre table de loot d'objets uniques correspondant à un attribut spécifique. Alors arrivé à ce moment de la vidéo, vous vous demandez peut-être ce qui empêche le joueur de farmer des artefacts à l'infini avant d'aller affronter le boss au risque de déséquilibrer totalement le combat avec ce dernier. Pour cela, j'ai mis en place une mécanique de niveau de danger assez commune dans les roguelites. En effet, à chaque activation de l'obélisque, le niveau de danger dans le sanctuaire augmente de 1, ce qui influe sur le calcul du nombre et du type de monstre à faire apparaître à chaque nouvelle vague. Le jeu devient donc de plus en plus difficile après chaque activation d'obélisque, forçant ainsi le joueur à trouver le bon équilibre entre farmer des engrammes au risque de perdre la partie à cause d'un niveau de danger trop élevé, et investir rapidement dans l'ouverture de la porte du boss au détriment de l'achat d'objets, ce qui rendra le combat final bien plus délicat. Pour conclure ce premier devlog sur une note de douceur, sachez que heureusement, dans Demise Sanctuary, tous les monstres ne sont pas là pour vous tuer. D'adorables petites créatures inoffensives appelées golopins ont en effet une petite chance d'apparaître dans l'arène. Terrifiés, leur seule réaction est de s'éloigner le plus possible du joueur. Les golopins fonctionnent en fait comme un loot goblin, c'est-à-dire qu'ils libèrent des engrammes lorsqu'ils sont frappés, jusqu'à lâcher du bon gros loot une fois terrassés. Mais ici, au lieu de mourir lorsque sa vie tombe à 0, un golopin va rejoindre le hub et vous y attendre sagement pour devenir votre compagnon d'infortune. Par la même occasion, chaque golopin adopté offrira un bonus global au joueur, tel qu'une augmentation du nombre d'engrammes lâchés par les monstres, ou un bonus de vie, ou encore une baisse des prix de tous les artefacts. Voilà un peu pour l'état actuel du jeu qui est complet à, je dirais, 70% au niveau de ses mécaniques principales. Le plan pour les prochains mois est de finir d'implémenter les mécaniques associées à la capture de golopins et de commencer à travailler sur le combat de boss final. D'autre part, un gros travail va consister à ajouter toujours plus de contenu, c'est-à-dire des artefacts, des ennemis ou encore des pièges dans les arènes. Je prévois aussi d'améliorer continuellement les sprites et animations ainsi que les effets spéciaux. Enfin, le jeu ne disposant actuellement que de très peu d'effets sonores, je prévois de faire appel à des banques de sons et musique libre de droit que je modifierai avec Audacity. C'est comme cela que j'ai pu créer les quelques bruitages que vous avez pu entendre dans les différents extraits du jeu. À court terme, mon objectif est de sortir une petite démo du jeu sur Itch.io, d'ici quelques semaines voire quelques mois j'espère, et dans la foulée de créer un serveur Discord anglophone et francophone pour pouvoir recueillir les retours de la communauté. Une fois cette démo publiée et une communauté mise en place, j'ouvrirai un Patreon pour permettre aux personnes qui le souhaitent de soutenir le développement du jeu, ce qui servira notamment à payer des artistes pour réaliser des artworks et des musiques originales pour le titre. Dans le même temps, je compte mettre en place dès que possible la page Steam du jeu pour que les gens puissent l'ajouter dans leur liste de souhaits, ce qui est perçu comme très important en tant que développeur indé. Je documente très régulièrement mes avancées sur Twitter, Instagram et TikTok à l'aide de courtes vidéos, alors n'hésitez pas à me suivre pour rester informé et m'aider à améliorer Demise Sanctuary. Aussi, j'espère pouvoir faire un nouveau devlog sur YouTube d'ici quelques mois. D'ici là, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Merci d'être resté jusque là, portez-vous bien, ciao tout le monde.